Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidal et moi. Aujourd'hui, on va parler de la prescription chez les personnes âgées qui est un vrai défi entre polymédication, fragilité, risque d'effets indésirables et contraintes au quotidien. Soigner sans nuire demande une vigilance constante. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui la jeune gériatre, c'est comme ça qu'on vous appelle sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes interne en gériatrie et avec vous, on va explorer comment adapter la médecine aux patients âgés et comment simplifier les traitements complexes et sécuriser la prise en charge au quotidien. Avant de rentrer dans le concret, je pense qu'il est important de poser les bases. En quoi est-ce que la prescription en gériatrie diffère-t-elle de celle de chez l'adulte plus jeune ? Alors en effet, la prescription en gériatrie, elle diffère totalement de celle de chez l'adulte plus jeune, car le sujet âgé a des spécificités cliniques. Donc en fait, un patient âgé va être un patient assez complexe, qui va avoir des spécificités, qui va avoir plusieurs antécédents en général, plusieurs médicaments, plusieurs pathologies. Et en fait, chaque traitement va être bien réfléchi avant de l'introduire, justement pour éviter le risque de iatrogénie, de polymédication. Et donc je trouve justement qu'il y a une différence avec le sujet plus jeune. Très bien. Et quels sont les principaux défis que vous rencontrez au quotidien dans votre pratique ? Alors, je dirais qu'il y a quand même pas mal de défis dans la gériatrie. Le premier défi, je dirais que c'est une spécialité quand même qui est assez complexe. En fait, on est spécialisé dans une tranche d'âge et non dans un organe en particulier, ce qui fait qu'on a vraiment une prise en charge globale et qu'on doit avoir énormément de connaissances. Et donc, c'est quand même un défi au quotidien de rassembler autant de connaissances. Et en fait, il y a un autre défi, je dirais, c'est l'intensité des soins. En fait, de se demander si le patient peut avoir tel ou tel traitement, si c'est raisonnable, si ça ne l'est pas. Et donc, c'est une évaluation qu'on fait bien sûr de manière collégiale, pluridisciplinaire. Et donc, voilà, on réfléchit entre médecins et on en parle tout simplement. Très bien. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur les médicaments chez les personnes âgées que vous voudriez, par exemple, corriger ? Oui, il y a pas mal d'idées reçues. La première, je dirais que se dire que les patients âgés, de toute façon, ils ont plusieurs traitements, donc un de plus ou un de moins, au final, ça ne change rien. Alors que la gériatrie, c'est l'art de déprescrire intelligemment. Donc on dit souvent moins, mais mieux. Et je dirais également que tous les traitements que l'on prescrit chez le sujet âgé ne sont pas également les mêmes traitements qu'on prescrit forcément chez le sujet jeune. En fait, il faut y réfléchir. Et donc, c'est un défi quand même au quotidien. Chez les personnes âgées, le patient ne se résume pas qu'à une maladie ou à un traitement. Parlons du patient dans sa globalité. Comment est-ce que vous intégrez aussi la fragilité, l'autonomie ou les troubles cognitifs dans vos décisions thérapeutiques ? En fait, en gériatrie, on fait toujours des prises en charge globales des patients. Donc en fait, ces éléments, on les prend toujours en charge. Donc que ce soit la fragilité du patient, les troubles neurocognitifs, on les cherche systématiquement pour chaque patient. Donc on fait des échelles, par exemple l'échelle MMSE, on fait des examens d'imagerie cérébrale pour certains patients. Et également l'échelle d'autonomie, donc l'ADL, IADL, ce sont des échelles qu'on utilise pour tous les patients. Ce qui fait qu'on estime exactement tous ces facteurs pour la prise en charge thérapeutique de tous les patients. Donc c'est comme ça que vous trouvez finalement l'équilibre. Tout à fait. Ouais. Ok. L'un des grands défis aussi en gériatrie, donc c'est la polymédication. Donc simplifier un traitement, je pense que c'est très complexe. Comment est-ce que vous évaluez la pertinence d'un traitement chez un patient qui est polymédiqué ou polypathologique ? Alors un gériatre fait ça normalement systématiquement. Donc par exemple, si c'est des patients qui viennent à l'hôpital, qui sont hospitalisés pour la première fois, en fait on a les ordonnances des patients. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les traitements et forcément on doit les prescrire pour l'hospitalisation. Et donc forcément on se pose toujours la question de est-ce que ce traitement est pertinent ou est-ce qu'il ne l'est pas. Et donc par exemple, on regarde les antécédents des patients et on essaye de voir si les traitements sont un petit peu corrélés aux antécédents. Et si c'est pas le cas, on peut appeler le médecin traitant, on fait un petit peu notre enquête en fait à chaque entrée de patient. Et si, par exemple, c'est en consultation, pareil, même si c'est une consultation qui n'a pas vraiment à voir avec une consultation, disons, de médecin traitant, que ce soit une consultation mémoire, en fait, on regarde toujours les ordonnances. En tout cas, c'est ce que je fais. Je regarde les ordonnances, je vois si c'est cohérent. Et donc, c'est vraiment un travail que l'on fait également systématiquement. Et dans quelle situation est-ce que vous êtes amené à réévaluer une ordonnance ? Absolument tout le temps. En fait, on le fait pour les hospitalisations. Et donc, vu qu'on prescrit les médicaments, comme je l'ai dit, en fait, on est obligé de se demander si tous les traitements sont pertinents. Et aussi en consultation. On a les ordonnances des traitements, les patients nous ramènent en général leur dossier, et donc on revoit un petit peu tout. À l'heure actuelle, on parle aussi beaucoup de déprescription. Comment est-ce que vous abordez ça en gériatrie ? En fait, je l'aborde assez facilement. En fait, on en parle avec le patient tout simplement.
On lui demande si tel ou tel traitement est délétère, est-ce qu'il a des effets secondaires. Et nous aussi, on essaie de voir si tel ou tel traitement est adapté pour un patient gériatrique. Et en fait, on l'aborde facilement la déprescription avec le patient. En général, il l'accepte plutôt bien. Donc, quand on explique bien les choses aux patients, à ses proches. Et autrement, c'est un travail un petit peu d'alliance thérapeutique où on explique vraiment aux patients pourquoi nous pensons que tel traitement n'est pas forcément pertinent. Et ensuite, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. C'est une alliance thérapeutique avec le patient. Ok. Et est-ce que vous avez un exemple, par exemple, à nous donner où vous avez simplifié un traitement complexe? Oui, j'en ai plusieurs même. Je dirais que les traitements, par exemple, par IPP, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons. Et en fait, ce genre de traitements, ils sont souvent surprescrits. Et pour aucune raison particulière. Donc, par exemple, c'est des patients qui avaient un reflux gastrique il y a 10 ans. Et en fait, ce traitement a été reconduit. Et au final, au long terme, il peut être plutôt délétère. Donc, par exemple, ce genre de traitement, on peut les déprescrire si c'est nécessaire. Il y a également d'autres traitements. Je dirais, par exemple, les benzodiazépines, qui sont des anxiolytiques. Et en fait, ce sont des traitements généralement qu'on met sur le court terme, mais qu'on voit qu'on voit très souvent reconduits sur le long terme. Et en fait, on essaie de les prescrire, bien sûr, ça prend du temps, mais on essaie de le faire quand même. Et quelles sont les situations cliniques qui vous alertent le plus? Vous parliez de confusion, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, effectivement, donc la confusion, j'en parle parce que c'est important. En général, nous, on l'appelle le syndrome confusionnel aigu. Donc, en fait, c'est une rupture avec l'état antérieur qu'a le patient. Et en fait, il faut trouver la cause parce que c'est quelque chose qui est très grave. Il y a également l'insuffisance rénale aiguë, donc qui peut cacher soit une obstruction des voies urinaires, soit une déshydratation importante. Et en fait, c'est important de le savoir parce que les traitements qui sont déjà prescrits chez le patient peuvent être contre-indiqués maintenant qu'il y a une insuffisance rénale. Donc il y a des traitements en fait qu'il faut suspendre, il y a des traitements pour lesquels il faut réadapter les doses. Donc l'insuffisance rénale aussi. Et pour finir, les chutes. Donc les chutes, c'est un motif très important d'hospitalisation en gériatrie. Et en fait, on se dit qu'une chute, en fait, c'est anodin, le patient s'est juste pris les pieds. En fait, les chutes, ça peut être grave et ça peut toujours cacher une étiologie. Donc, par exemple, ça peut être une infection, ça peut être une confusion. Donc, en fait, toutes les chutes, au-delà du risque traumatique, bien sûr, qui peut être grave, comme une fracture du col du fémur, un traumatisme crânien, en fait, il faut enquêter et faire un bilan de chute pour tous les patients âgés. D'accord, très bien. Alors vous êtes au début de votre carrière. Cependant, est-ce que vous avez observé une évolution récente de l'iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées? Je trouve qu'il y a une évolution quand même positive, parce que la gériatrie, c'est vrai que c'est une spécialité qui n'est pas vraiment très connue. Et en plus, c'est une spécialité assez récente, puisqu'avant, les médecins, en fait, devaient faire une capacité de gériatrie pour avoir une possibilité d'exercer en tant que gériatre. Donc, c'est une spécialité qui est quand même récente. Et je pense que plus on parle de la gériatrie, plus on parle des spécificités du sujet âgé, et plus les gens se forment en gériatrie, plus on va connaître les spécificités du sujet âgé, et justement éviter la iatrogénie médicamenteuse, les effets indésirables, augmenter la tolérance des médicaments chez les patients âgés. Et donc, je pense qu'il y a une évolution quand même qui est positive, puisque les professionnels de santé et également les patients, leurs familles, connaissent un petit peu mieux la gériatrie. D'accord. Euh, Concernant les traitements, donc un traitement, je pense qu'il vaut que si le patient le respecte et le suit correctement. Comment est-ce que vous, chez le patient âgé, vous vous assurez que le patient comprend bien son traitement et le prend au bon moment? Alors, c'est vrai que c'est une question fondamentale qu'on se pose tout le temps. Alors, en général, on le sent quand on fait l'interrogatoire du patient. Les interrogatoires en gériatrie sont très poussés. Donc, on prend parfois 1 heure avec le patient pour lui poser toutes les questions, comment ça se passe à la maison, le quotidien. Et en fait, on le sent. Si le patient commence à nous dire, oui, j'ai des oublis, parfois j'oublie de prendre une prise de traitement, ou parfois mon traitement du soir, je le prends le matin aussi. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il prend un anticoagulant au lieu de le prendre le matin et le soir, il prend les 2 traitements le matin, ce qui est quand même assez grave, puisque ça augmente le risque hémorragique. En fait, on sent un petit peu parfois la fragilité cognitive des patients avec l'interrogatoire. Donc, si on sent que le patient, en fait, il est au clair, que les examens cognitifs qu'on fait, ils sont très bons, et on a également les proches qui peuvent témoigner un petit peu de comment ça se passe à la maison, parce que parfois c'est discordant. Alors, dans ce cas-là, on sait que le patient prend bien ses traitements. Parfois, on peut lui proposer un pilulier pour faciliter la prise des traitements et qu'il s'assure qu'il n'oublie pas. Mais en général, on fait comme ça. Si on voit que le patient a des troubles cognitifs, qu'il a des oublis, que la famille nous dit que c'est assez compliqué au domicile et que les tests cognitifs, par exemple, sont pas bons, on propose des solutions justement pour qu'il puisse bien prendre son traitement à la maison sans l'oublier.
D'accord. Vous parliez du rôle de l'aidant, des proches. Comment est-ce que vous les intégrez dans tout ça? On les intègre très souvent, en fait, c'est souvent fondamental. Quand les patients, bien sûr, ont la chance d'avoir un aidant, un proche qui est souvent présent, et en fait, ils nous aident beaucoup. Parfois, on aimerait prescrire une infirmière à la maison pour la prise des traitements, mais les enfants, en fait, ils passent tous les jours à la maison, ils surveillent tout. Et donc, au final, c'est une alternative, en fait. Et aussi, leur interrogatoire est précieux, puisqu'il nous apporte quand même beaucoup d'éléments si le patient a des troubles cognitifs. Donc, en fait, enfin, c'est vraiment fondamental d'avoir leur avis quand ils sont présents. D'accord. J'aimerais revenir un petit peu en arrière. Vous disiez que concernant les traitements, quand on évoquait la polymédication, que vous parliez beaucoup entre professionnels, entre médecins. Donc j'imagine qu'en gériatrie, les décisions, elles ne sont pas forcément prises seules. Il y a une coordination qui est essentielle. Quels sont les professionnels de santé avec lesquels vous collaborez le plus? Alors, premièrement, je dirais les infirmières et les infirmiers. Bien sûr, c'est fondamental puisque quand on prescrit, ils administrent les traitements aux patients. Et en fait, ils ont également la réflexion de se demander si le traitement qu'on a prescrit est nécessaire pour le patient. Donc, en fait, la relation médecin-infirmier est fondamentale pour l'administration des traitements. Il y a également les pharmaciens, donc hospitaliers, et même ceux qui sont en officine. C'est très important la relation médecin-pharmacien. Notamment, nous, à l'hôpital, on a des pharmaciens qui revoient systématiquement nos prescriptions. Donc en fait, quand on prescrit un traitement pour chaque patient, ils le valident derrière. Et ils peuvent nous mettre des commentaires en nous disant est-ce que tu es sûr, tel traitement, est-ce que tu es sûr de la posologie, est-ce qu'il ne serait pas contre-indiqué. Et en fait, c'est vraiment un travail d'équipe entre médecins, infirmiers, pharmaciens, aides-soignants aussi. Donc on travaille vraiment en équipe en gériatrie. D'accord. Et est-ce que c'est une collaboration qui change concrètement vos décisions thérapeutiques? Tout à fait. Ça change complètement nos décisions thérapeutiques parce que, par exemple, on peut prescrire quelque chose, l'erreur est humaine, et en fait, justement, c'est cette coordination qui nous permet de nous assurer que tout est bon et que le patient aura le traitement qu'il lui faut dans la bonne dose. Donc, par exemple, nous, on prescrit quelque chose et les infirmiers vont nous dire « Ah, en fait, la prescription, elle apparaît 2 fois. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une erreur? Ah, il y a une erreur au niveau de la… » Enfin, voilà, c'est des choses qui arrivent bien sûr pas souvent du tout, mais c'est un travail de coordination et donc qui est vraiment fondamental. Si vous pouviez améliorer quelque chose dans cette coordination, ce serait quoi? Je dirais la communication, parce qu'en fait, tous les éléments sont présents, donc tous les acteurs sont présents à l'hôpital, en consultation, mais en fait, la communication est fondamentale. En fait, il ne faut pas se dire «Ah, le médecin a prescrit tel traitement, donc c'est bon, même si je trouve qu'il me semble qu'il y ait une erreur». En fait, non, il faut communiquer entre nous et même si l'infirmière nous dit «Ah, je ne suis pas sûre de tel traitement», en fait, il faut communiquer. Et c'est ça qui est fondamental pour éviter toutes les erreurs de prescription. D'accord. On va poursuivre aussi sur l'avenir et les leviers d'amélioration. Quel est pour vous aujourd'hui le principal obstacle à une prescription réellement adaptée chez les personnes âgées? Le véritable obstacle, je dirais que c'est probablement la méconnaissance des spécificités du sujet âgé. En fait, nous, on est gériatre, donc effectivement, on étudie les effets secondaires, les effets indésirables des patients, mais ce genre d'effet indésirable n'est pas forcément connu de toutes les spécialités, parce que c'est normal, la gériatrie est une spécialité à part entière, et en fait, c'est pas forcément connu que les antalgiques de palier 2 ne sont pas forcément tolérés chez le sujet âgé, que ça peut les rendre très confus, les faire vomir, enfin, les mettre dans un état vraiment assez poussé. Et donc, je pense que c'est le fait de ne pas connaître vraiment les spécificités du patient âgé, ce qui est normal en fait, parce que c'est une spécialité à part entière, comme je le disais. Et donc, il ne faut pas hésiter, quand il y a des patients âgés dans des services, à demander un avis d'un gériatre ou tout simplement à faire une formation. Il y a plusieurs congrès de gériatrie, donc justement, je pense que pour le futur, c'est ce qui permettrait d'éviter les mauvaises prescriptions chez le sujet âgé. Est-ce que vous voyez d'autres leviers justement pour améliorer la sécurité et la qualité des traitements? En fait, je pense que vu qu'il y a des patients âgés dans tous les services, bon bien sûr, sauf les services, c'est évident dans la pédiatrie, mais en général, quand on regarde toutes les autres spécialités de médecine, la plupart des patients sont quand même assez âgés, donc gériatriques. Et donc, je pense que justement, les professionnels de santé qui ne sont pas gériatres, qui s'occupent de ces patients, devraient consulter des avis gériatriques, donc, comme je le disais, ou faire des formations de gériatrie, ou des congrès, ou le DU de gériatrie. Donc voilà, je pense que c'est quand même important. Donc j'imagine que en tant que nouvelle spécialité, vous percevez l'évolution future de la prescription en gériatrie d'un bon œil. Oui,
surtout qu'on en parle. Moi, j'essaie aussi d'en parler sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai créé ce compte, c'était pour faire connaître la spécialité à mon échelle, essayer de parler des effets indésirables chez le patient âgé. Donc oui, et puis j'espère que la gériatrie sera une spécialité qui sera de plus en plus choisie, ce qui n'est pas le cas, et qui sera de plus en plus valorisée, et qu'on puisse connaître bien les effets indésirables et les tolérances chez le patient âgé. D'accord, et pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner justement les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver ? Bien sûr, alors c'est La Jeune Gériatre, tout collé, et je suis présente sur Instagram et sur TikTok. Parfait, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et tous d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Tous les épisodes de Vidal et moi sont disponibles sur Spotify, sur Deezer et également sur notre page YouTube. À très vite pour un prochain épisode.